Bukavu. Je suis aussi à l'Université catholique de Bukavu. Je suis à l'Université catholique de Bukavu comme assistante occasionnelle. On nous appelle souvent assistante vacataire à l'université et je couvre beaucoup plus des cours, de thématiques relatives à l'entrepreneuriat. Euh, c'est un peu ça. Je suis membre du mouvement YALI, que certains peut-être connaissent, Young African Leaders Initiative, et membre aussi de plusieurs mouvements écologiques, dont le mouvement Casque Vert. Euh, voilà. Je suis maman et gravement enceinte. C'est peut-être pour cela que je ne vais même pas ouvrir la caméra parce que je ressemble à rien. Donc, voilà. Alors, je vais parler de Tilatopia. Il s'agit de ça aujourd'hui. Donc, j'ai dit que je suis dans plusieurs structures qui sont investis ou intéressés ou qui s'intéressent à l'éco-entrepreneuriat. Tilatopie en fait partie. C'est un groupement d'intérêt économique aujourd'hui. On a choisi ce, ce statut, cet état juridique pour plusieurs raisons. Alors, revenons sur Tilatopia, c'est un projet qui s'exécute à Bukavu. Mais aujourd'hui, Bukavu, quand on vous parle de Bukavu, qu'est-ce qui vous vient en tête en premier? Vous avez peut-être des réponses dans vos têtes, mais je suis sûre que certains des mots ou des concepts qui sont devant l'écran vous viennent ou sont venus aussi dans la tête quand j'ai parlé de Bukavu. Aujourd'hui, il y a des constructions anarchiques, des constructions désordonnées ici et là. Nous voyons des érosions chaque fois qu'il pleut. En décembre de l'année passée, on a perdu plus de 20 personnes suite à une pluie diluvienne, genre des pluies diluviennes. C'était un mercredi, je crois, 27 décembre. Donc, des érosions de partout. Ah, ne parlons pas des incendies. Euh, Ça devient la mode. Donc, c'est comme si on s'y habitue. Comme les gens de Goma ont l'habitude de dire que nous, on est habitués à des coups de balle. Donc, les incendies à Bukavu, on le prend désormais avec calme, malheureusement, tellement il y en a. Il y a aussi la question de l'insalubrité. Parmi les questions qui rendent Bukavu populaire aujourd'hui, je parlerai vraiment des incendies et de l'insalubrité. Il y a tellement d'articles, tellement de reportages sur principalement l'insalubrité qui règne à Bukavu. Et cette insalubrité fait à ce que euh, les différents déchets qui sont jetés ici et là, vu que la ville n'a pas vraiment un politique de gestion de déchets durable ou un système assis, les eaux de pluie charrient les différents déchets vers le lac Kivu, notre pauvre lac Kivu, qui normalement ne devrait pas avoir cela comme je veux dire, comme identité, quoi. Donc aujourd'hui, ça devient la poubelle de Bukavu, principalement. Next. Alors, je venais de parler du lac Kivu, mais je voulais quand même vous poser la question. Savez-vous qu'il existe un hôtel à 7 étoiles? Je ne sais pas si vous le savez, mais il existe un hôtel à 7 étoiles. On est habitué à 5, 4, 3 étoiles, mais l'hôtel à 7 étoiles existe et c'est l'hôtel qui se trouve à Dubaï, Burj Al Arab. Mais cet hôtel a quelque chose de particulier. C'est un hôtel qui est construit sur l'eau. L'eau. Donc l'eau, moi je veux voir aussi que c'est une réalité ailleurs qui peut être vécue aussi sur ce lac Kivu. Et mieux encore, le lac Kivu, c'est un lac qui a un paysage, en tout cas, très beau. Ceux-là qui ont eu la chance de naviguer sur le lac Kivu peuvent en témoigner. C'est tellement beau je dirais du début à la fin. Donc, c'est tellement beau que c'est en soi un potentiel touristique, je dirais, difficilement estimable parce que ça vaut vraiment quelque chose. Je vais dire ça vaut de l'or parce que, voilà, c'est un concept ou c'est un terme auquel on est habitué ici chez nous. Ça vaut vraiment de l'or, le paysage autour du lac Kivu. Mais au lieu d'avoir des hôtels 7 étoiles sur le lac Kivu, euh, nous avons des déchets. Slide suivant.
Donc, autour du lac Kivu, nous avons plutôt des soucis, des problèmes. Donc, on voit le lac, on voit les riverains qui sont souvent malades, les riverains qui, voilà, malaria et autres maladies à la présence, par exemple, des moustiques. Nous voyons, voilà, il y a le lac Kivu, mais on ne sait pas, on ne sait pas dévier, par exemple, créer des voies maritimes qui permettent de désengorger les peu de routes que nous avons, donc tellement d'embouteillages qui seraient indirectement liés au fait qu'on n'exploite pas vraiment le potentiel du lac Kivu. Il y a ce potentiel touristique qui est non exploité. Il y a le problème de production d'électricité qui se pose de plus en plus et donc c'est à cause de ça d'ailleurs que je l'ai dit tout de suite que voilà, la pollution ou l'insalubrité dans notre ville est devenue populaire parce que ça commence à faire à ce que le courant électrique soit difficilement produit. Et puis, il y a nos bons poissons, nos bons tilapias qui sont aussi maintenant en danger à cause de ces déchets. Il y a les sambazas, les bons sambazas, pour ceux-là qui connaissent, qui sont aussi en danger à cause de ces déchets. Donc, les déchets plastiques deviennent l'autre identité du lac Kivu. Next. Alors, la question, c'est de savoir le lac Kivu par rapport à la pollution plastique. Est-ce une fatalité? Est-ce qu'on va rester là, croiser les bras, observer et se dire, voilà, bon, peut-être dans 20 ans, une solution miraculeuse viendra du ciel? Je ne pense pas. Nous, on s'est dit, il est possible de redéfinir cette relation entre le lac et nous-mêmes, nous, les riverains du lac, nous, je vais même dire plus tard, les bénéficiaires de ce beau lac, de ce beau paysage, de ce riche lac, il est possible de transformer cet obstacle en opportunité. Je vous ai dit tantôt que, voilà, moi, je me penche un peu trop sur les innovations sociales et principalement, c'est ça, en fait, transformer les obstacles en opportunités. Donc, il est possible de faire beaucoup de choses, de créer de la richesse, mais cela demande juste un peu de volonté et de détermination. Alors, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est de créer une île artificielle flottante comme centre d'impulsion pour résoudre la question de la prolifération des déchets sur le lac Kivu. C'est sur l'autre slide. Oui, je disais, l'idée, c'est donc mettre en place une île flottante, bien sûr artificielle, qui va poser sur les déchets et qui va permettre de remettre sur la table cette question de prolifération des déchets sur le lac Kivu et son bassin versant. Donc, nous voyons aussi la rivière Zizi, aussi euh, par rapport à cette question ou à cette solution de création d'îles flottantes. Je vais tout de suite essayer de répondre à cette question. Est-ce que l'île flottante, nombreux se sont posé la question, est-ce que c'est réel, est-ce que c'est possible? Je réponds directement, oui, c'est possible. Et puis, nous ne sommes pas les premiers, ni en Afrique, ni dans le monde. Nous avons en Amérique latine, à Cancun, il y a une île flottante qui a été érigée en tout cas, je crois qu'il y a même plus de 10 ans maintenant, ou près de 10 ans. Et autour de 6 ans, dans la lagune d'Abidjan, il y a une île flottante qui est sur l'image ici à côté de Tilatopia, qui a été construite là-bas. Et déjà, je vous informe qu'on a l'un de nos collègues fondateurs de Tilatopia a déjà visité cette lagune d'Abidjan. Donc, et puis, Tilatopia, oui, en tant que projet, je vais peut-être donner les mesures euh, comme Christian l'a déjà fait, mais on a déjà créé un prototype. Donc, comprenez que c'est une technologie qui existe et que nous-mêmes, nous avons déjà eu la grâce ou la chance de tester. Mais Tilatopia, c'est quoi? Tilatopia, c'est une île. Donc, c'est un tilapia à moitié mangé sur un plat avec des couverts. Tout simplement ça. Un tilapia à moitié mangé sur un plat avec des couverts. Et ce tilapia, il pose ou il est érigé sur 1,5 million de bouteilles plastiques. Ce sont des estimations sur lesquelles nous sommes partis par rapport à la superficie, donc par rapport à notre projet, parce que Tilatopia est censé, donc il va flotter sur des bouteilles plastiques
vides, donc remplis de l'air, je vais le dire comme ça, et avec bouchons qui seront mis dans des gabions galvanisés. Je ne sais pas s'il y en a qui comprennent un peu les termes que j'utilise. Et ce gabion va galvaniser. Au-dessus, nous allons poser des planches, mais principalement des planches issues des bottes ou des bateaux, des bottes qui sont jetées ou des pirogues qui sont lâchées juste sur le lac et qui constituent aussi des déchets qui polluent le lac. Nous sommes sur l'autre slide. Donc, nous allons aussi, sur Tilatopia, nous allons utiliser d'autres déchets comme des pneus pour faire des meubles, des bouteilles plastiques pour faire des meubles. Nous allons utiliser je veux dire, un parc solaire. Et je crois que notre ami Biamungu est avec nous et j'espère qu'il aura un rôle important à jouer là-dessus. Alors, l'île, slide suivant. L'île aura 6 chambres d'hôtes, principalement, un espace restaurant, une salle polyvalente, une piscine et 6 cages pour aquaculture. Donc, nous allons poser des cages pour l'aquaculture ou disons pour la pisciculture, pardon. Nous allons poser des cages. Nous aurons aussi des jardins. Et puis, comme c'est un habitat durable, c'est un habitat qui sera autonome avec énergie propre. Là, on parle de l'énergie solaire et l'utilisation du gaz. Donc, ça sera vraiment une cuisine propre pour le restaurant de l'île. Nous aurons des toilettes sèches. Nous allons produire des aliments avec nos jardins suspendus. Euh, la construction sera vraiment écologique. On va utiliser des matières, donc des réutilisations. Les déchets qu'on va produire seront en grande partie recyclés sur place. Et on espère aussi améliorer l'écosystème du lac avec la présence de l'île, parce que sous l'île, ça sera une grande superficie. L'île en elle-même, comme projet, euh, sera construite sur 42 sur 47, 42 mètres sur 47, donc c'est beaucoup de kilomètres carrés. En dessous, tout un écosystème peut être restauré et voilà, voilà, il y aura peut-être des zoés, des phytoplanctons et cela va permettre à ce que les poissons se nourrissent plus ou moins, je vais dire plus ou moins naturellement parce que nous aurons déjà des cages à poissons, donc on va devoir les nourrir et il y aura des pertes de nourriture qui pourront aussi aider les poissons qui seront libres de pouvoir les utiliser. Apparemment, je vais très rapidement. J'espère que les questions vont nous permettre de gagner, de prendre encore un peu de ce temps. Alors, slide suivant, nous allons parler du modèle économique de l'île Tilatopia. Donc, pour faire de l'argent, parce qu'on a parlé d'innovation sociale, on a parlé de l'éco-entrepreneuriat. Tilatopia, c'est un projet donc, qui aura un impact environnemental et social aussi. Ça, peut-être, je vais expliquer plus tard. Mais aussi, ça doit produire de revenus. Donc, on s'attend à ce qu'il y ait un modèle économique, un modèle où des différents services et produits que l'on sera en train de mettre en vente pour pouvoir gagner de l'argent. On a déjà dit qu'il y aura des chambres d'hôtes, il y aura une salle polyvalente, donc location de la salle, de l'espace restaurant, des différentes chambres. On va faire visiter les gens vont admirer, vont servir. Il y aura aussi du transport urbain lacustre et l'usage de la piscine. En termes de produits, nous allons vendre des poissons, des fruits et des légumes qui seront cultivés aussi sur l'île. En termes d'estimation économique, au départ, nous avions estimé les coûts de construction de l'île à 256 000 dollars américains. C'était 255 000 quelque chose, on a arrondi à 256 000. Et le chiffre d'affaires qu'on prévoit ou qu'on
dollars. J'explique comment 200 000 dollars. C'est qu'on s'est dit, basiquement, il y aura le droit d'entrée ou le droit de monter sur l'île. Et pourtant, on dit, donc, selon BBC, je crois, en 2020, on a dit que le lac Kivu compte au moins 2 millions de, de personnes, donc, riveraines du lac. Alors, nous, on s'est dit, avec 2 millions de personnes, si on arrive à accueillir au moins le dixième des habitants ou des riverains du lac Kivu sur notre espace, on aura au moins 200 000 personnes qui devront réserver et monter et bien sûr bénéficier de l'espace île Telatopia. Et alors, ça nous fera au moins 200 000 dollars sans faire beaucoup de calculs, sans intégrer le reste des services qu'on aura à vendre. Et on s'est dit, ce sera un bon deal en fait. On se l'est dit. Quand j'ai dit on, nous sommes une équipe et vous allez comprendre quand je vais présenter l'équipe que nous avons une expérience dans la gestion de déchets et on s'est dit on a déjà essayé beaucoup de projets, mais ce projet-ci, c'est un projet qui va vraiment, vraiment produire. Alors en termes de financement, comment est-ce que nous nous y prenons juste aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce que donc qu'est-ce qu'on a déjà essayé par exemple? Où est-ce que nous allons ou qu'est-ce que nous espérons réaliser? Premièrement, nous, voilà, comme des jeunes, aujourd'hui, on aime plus les concours, les compétitions, les appels à projets. Voilà, nous aussi, on se lance, on s'est déjà lancé dans ça. On a déjà essayé. Donc, la participation en concours national internationaux, on a essayé, on a postulé, on continue à le faire. Parfois même, c'est fatigant, mais on continue à le faire. Au moins, l'un de nous trois est très, très, très engagé dans cette voie-là de recherche de financement. Et je ne sais pas s'il est avec nous, il a fait Tcheko. Vraiment, je, je lui dis encore merci pour ça. Alors, nous avons testé en 2022. En 2021, on a postulé au, au concours Total Energy Startup donc Challenge Startup of the Year. Et on a été parmi les 15 finalistes et finalement les 3 gagnants. J'ai représenté le projet au concours final à Kinshasa et c'était le 15 avril 2022 qu'on a pu avoir de Total Énergie, donc l'équivalent en francs congolais de 8 500 dollars. Pardon, et banque a ajouté 1 500 dollars, donc ça a fait 10 000 dollars. Donc, on a essayé cette voie, ça a marché. Et peut-être après, je vais vous dire ce que cet argent a fait. Alors, nous sommes en train de faire des contacts avec des investisseurs locaux et étrangers. Je vais vous dire, c'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile. Bien qu'un prototype soit déjà en train de flotter sur le lac Kivu, ça reste très, très difficile de convaincre les investisseurs. Je ne sais pas trop c'est quoi le problème. Peut-être que vous allez m'éclairer s'il y a des experts ici. Mais en tout cas, jusque-là, ça reste difficile parce qu'on arrive parfois même, on veut signer, mais l'investisseur se dégonfle. On veut signer, après ça monte, ça descend. À la fin, donc si on rentrait dans nos villages, là, on allait dire que ce sont les oncles du village qui sont en train de piétiner les projets. Mais en tout cas, ce n'est pas du tout facile et on ne comprend pas encore voilà, la dynamique autour de ça. On espère peut-être prendre des cours sur le fundraising et comprendre mieux où est-ce que répondre à cette question. Ensuite, il y a quand même il y a une option qu'on n'a pas encore tentée, mais qui est sur la table. C'est l'option donc d'ouvrir, d'avoir des actions à mettre en vente, de sorte que plusieurs personnes puissent embarquer avec nous pour qu'on soit vraiment nombreux propriétaires, détenteurs de Tilatopia, des jeunes, des vieux, des enfants, si possible. Euh, que Tilatopia soit notre affaire à Bukavu, notre affaire de Congolais d'ici et de là, donc dans la diaspora et partout, qu'on soit peut-être des milliers à sortir un 10 dollars, un 20 dollars pour que Tilatopia soit réalisé. On s'est dit c'est possible. On s'est dit vraiment c'est possible. Bukavu a plus de 1 700 000 habitants. Nous avons donc plus de 300 000 ménages. Donc, même si on disait 1 dollar par ménage,
Tilatopia est possible. Donc, c'est possible que Tilatopia puisse flotter sur le lac Kivu avec cette source-là de financement qu'on n'a pas encore essayé jusque-là et on étudie encore la possibilité. Mais au moins, une chose est sûre, j'ai déjà vu Bukavu aider des gens. On a été à Abidjan, je l'ai dit. Notre collègue a été à Abidjan pour visiter la lagune. C'était sur fond de contribution des hommes et des femmes de Bukavu, juste un appel de fonds comme ça. Alors, on s'est dit, si cela a été possible, le reste aussi peut l'être. En termes d'impact, on s'est dit tout de suite, déjà, on va valoriser beaucoup de déchets à la première année. Donc, l'année de fabrication, l'année de construction de Tilatopia. Mais en plus de ça, chaque année, 20% de bénéfices de Tilatopia seront affectés à, donc à l'assainissement en général. Donc, les 20% des bénéfices seront affectés à financer des projets pro-assainissement, des projets de nettoyage du lac, des projets de construction, par exemple, de barrages de déchets. Donc, on va vraiment investir. Le 20%, nous on le dit même que c'est 20% du lac Kivu. Donc, le lac Kivu bénéficiera de 20% des 20% des bénéfices de Tilatopia régulièrement pour son assainissement. Et on espère vraiment que ça aura de l'impact parce que des initiatives, il y en a aujourd'hui par centaines, seulement pour parler de Bukavu. En termes d'emploi, donc lors de la construction, c'est dit on va créer autour de 123 emplois et peut-être 23 seulement vont rester lors de l'exploitation. Il y aura une production d'électricité avec les panneaux solaires qui seront là, le parc solaire. Il y aura de l'écotourisme au Kivu et dans la sous-région des Grands Lacs parce qu'on ne va pas seulement viser les habitants ou les passagers voilà, du nord du sud Kivu. On va aussi viser ceux qui vont passer par le Rwanda, espérant que les relations vont s'améliorer. Il y aura aussi la contribution à la sécurité alimentaire. Tant soit peu, il y aura cette contribution à la sécurité alimentaire et vice-versa. Nous allons utiliser des produits locaux que nous produisons au niveau de l'île, mais aussi que nous pouvons acheter auprès des femmes maraîchères, auprès des femmes vendeuses ici et là, mais qui achètent ou qui cultivent ici à Bukavu, pas qui viennent avec des produits ou qui nous vendent, voudraient bien nous vendre des produits venant de l'étranger. Ça, c'est un peu de la partie sociale. Alors, Tilatopia aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a déjà fait? Je l'ai dit, on a été au concours Total Énergie en, en avril 2022. En mai 2022, on a eu un vernissage au niveau de l'Institut français Hall de Bukavu. Donc, on a présenté le projet, on a reçu des feedbacks avec des experts qui étaient là. On a présenté, on a échangé. Une année après, donc d'ailleurs, c'était une année jour pour jour par rapport au jour où on a gagné le prix. Le 15 avril, oui, le 15 avril 2023, on a inauguré notre première plateforme, le prototype. Donc, le prototype, on a alors utilisé l'argent gagné au concours Total Énergie avec un financement supplémentaire de Monsieur Albert Coco de Bois-Noir avec Papa Ramos de Bukavu, de Aquagel et beaucoup d'autres initiatives. Donc, on a pris cet argent pour pouvoir essayer le premier modèle, le premier prototype. Je vous assure, ça n'a pas été facile. On a dû revenir sur ce qui était déjà fait donc quelques fois. On a dû ancrer de nouveau l'île quand il y avait des vagues parce que la réalité vraiment, on l'a fait en autodidacte et c'est principalement notre collègue Yafet Léo qui était le maître d'ouvrage. En tout cas, mais aujourd'hui, je vous rassure, il y a la plateforme de 5 mètres sur 7 qui flotte au niveau de la botte, au niveau de l'hôtel Bois Noir, et qui est vraiment solide et ça donne une expérience unique, voilà, de s'asseoir sur le lac Kivu. Aujourd'hui, d'ailleurs, il y a plusieurs euh, fauteuils en bouteille plastique, des tables. Donc, on peut vraiment, je vous invite déjà quand vous passez par Bukavu,
je vous invite à ne pas rater cette expérience unique sur le prototype de Tilatopia. On a aussi d'autres opportunités, malheureusement, avec le problème des passeports à Bukavu. Disons, au Congo, ça n'a pas été facile. Notre collègue, Yafet Léo, était invité en France l'année passée et cette année encore. Malheureusement, il a raté son voyage et pourtant, c'était une opportunité de plus pour Tilatopia. Alors, notre toute petite équipe, qui, je sens qu'elle est en train de s'agrandir parce que des demandes, cette fois-ci, commencent à venir d'ici et là. Notre petite équipe est faite de 3 personnes, 2 messieurs et moi-même. Euh, princi- Principalement, je vais le dire, nous avons Yafet Tchekoleo qui est donc l'administrateur ou comment on appelle, CEO de Tilatopia. Il y a Monsieur Josaphat Rubenga Mandambio, qui est en charge de relations publiques et communication, et moi-même en charge des questions administratives et financières. Mais ce que je voulais quand même ajouter, que il y a Feti Tchekoleo, il a une très, très longue expérience en éco-construction, en valorisation des pneus principalement. En tout cas, il a plus de 10 ans dans le domaine. Il a travaillé beaucoup plus au Burundi et puis il est revenu au pays aussi où il mène plusieurs initiatives. Et c'est quelqu'un qui vraiment il maîtrise la question de gestion de déchets. Et ce monde lui est vraiment, donc il a vraiment, il est expert dans le domaine. Monsieur Josaphat Mendambio, qui est d'ailleurs le créateur ou le fondateur du mouvement Casque Vert, mouvement écologique, lui aussi, il est beaucoup plus dans l'activisme écologique, mais Tilatopia, quelque part, c'est l'idée. Donc, l'idée de départ, c'était ça, l'activisme écologique. Donner un rôle, un autre rôle, amener les gens à changer leurs relations et à s'impliquer dans la protection de l'environnement. Donc, avec M. Josaphat Mendambio, c'est plus facile pour nous de rentrer dans ce concept-là parce que c'est sa spécialité. Et puis, moi-même, j'ai aussi une expérience dans voilà, le développement, l'innovation sociale et l'éco-entrepreneuriat à travers l'initiative Plasticor qui date de 2016. Donc, ensemble comme ça, on est des messieurs et madame déchets. On s'est mis ensemble, on s'est dit, créons quelque chose de plus grand que nous trois et on verra ce que ça va donner. Donc, c'est un peu ça. Et aujourd'hui, on a besoin de conseils, on a besoin de conseils techniques, on a besoin d'aide financière, on a besoin de contacts, on a besoin de, de, de plusieurs orientations pour nous permettre de mettre sur pied finalement le, l'île, l'île elle-même. Parce qu'on s'est dit, voilà, on a déjà essayé, on a déjà un prototype qui flotte, il faudrait aller vers le projet lui-même et le réaliser parce que nous savons que ça va vraiment révolutionner le monde de l'écotourisme au pays et dans la province. Et voilà, c'est tout. Donc, tout celui qui a voilà, des questions sont les bienvenus, mais aussi aidez-nous, bien sûr, à rendre ceci possible, à transformer ces ordures en ordures. J'ai dit, je vous remercie. Merci beaucoup, chère Nicole, pour cette très brillante présentation. Je suis sûr que tout le monde qui est en train de nous suivre a pu piger beaucoup de points sur lesquels nous allons maintenant revenir dans le cadre de notre discussion en plénière. Tout d'abord, moi, personnellement, c'est un réel plaisir de vous avoir ce soir. Je vis bien la composition de l'équipe. Josaphat, c'est un grand ami et donc c'est vraiment, vraiment passionnant de voir que son projet, le projet sur lequel vous travaillez ensemble, qui date vraiment de beaucoup d'années, Josaphat et moi avons milité pour quelques années à Bukavu dans le cadre de l'accompagnement des jeunes, dans l'activisme social et tout. Et c'est vraiment bon de voir que ce projet est en train de porter ses fruits. Et moi, peut-être, à titre juste de questions pour lancer la discussion, j'avais deux petites questions. La première, c'est autour de la capacité institutionnelle qui
permet à ce que Tilatopia existe. Et là, je parle plus particulièrement de quels sont les agréments que vous avez qui vous ont permis de fonctionner sur le lac Kivu? Est-ce qu'il y a de certificats? Quelles sont les procédures administratives par lesquelles vous êtes passé? Parce que certainement, ça évoque quand même un tout petit peu une sorte de politique qui devrait être plutôt menée par le gouvernement que d'accompagner cette initiative. Et comment vous avez fait pour avoir ces accréditations? Pour moi, ça pourrait être intéressant juste pour lancer le débat. Et le deuxième point, je vis, vous avez parlé aussi des efforts pour mobiliser les fonds. Et moi, j'aimerais revenir à cette question un peu. C'est de voir, pour les gens qui sont en train de nous suivre maintenant et qui se disent, OK, si j'ai mon Pardon, 100 revenez un peu, je dollars. n'ai pas bien suivi la deuxième question. La deuxième question, c'est dans la mobilisation de fonds. Si j'ai, par exemple, un 100 dollars, un 1000 dollars et que j'aimerais l'investir dans Timatopia, quelles sont les marges de bénéfices que j'aurai suivant quelle échéance et tout ça? Parce que ça devient vraiment intéressant de parler aussi de cet aspect business qui est important aussi pour que les investisseurs locaux, que je m'imagine, il y en a même dans cette salle virtuelle, puissent avoir une idée claire de comment est-ce qu'ils peuvent s'impliquer à la fin de cette présentation. Voilà. Merci. C'est peut-être d'autres amis qui sont là et qui vont joindre dans d'autres questions. Je suis content que notre ami Alex Kaluira soit avec nous parce qu'il travaille aussi dans un domaine relatif et j'ai vu qu'il y a lieu de pouvoir établir déjà des partenariats pour essayer de voir comment se souder les mains pour faire avancer ces discussions. Voilà, je vais laisser là-bas le micro pour ne pas trop monopoliser la parole et vous laisser répondre à ces deux petites questions et puis nous allons ouvrir d'autres questions pour le débat. Merci. Merci beaucoup. Oui, par rapport à la première question, si j'ai bien suivi, vous demandez quelles sont les capacités institutionnelles. Alors, premièrement, en ce qui nous concerne, nous avons mené des recherches, nous avons même, donc l'un de nous a même été on a été d'abord à Abakir parce que nous, on pensait que c'est eux qui allaient nous donner l'autorisation pour faire cette construction navale, mais ils nous ont informé que ce n'est pas le cas. C'est au niveau de Tanganyika, à Kalemi, donc dans la province de Tanganyika. C'est là où on donne les autorisations pour les différentes constructions navales. Donc, nous avons été là, nous avons pris la liste. Donc, on s'est présenté. L'idée était d'avoir cette autorisation directement, mais ils nous ont montré qu'il y avait des étapes à franchir et ces différentes étapes figurent déjà je dirais, dans notre budget. Parce que, premièrement, il faut une étude, il faut qu'on fasse une étude par rapport au lieu exact au niveau duquel on veut ériger la plateforme. Et cette étude doit être aussi validée par l'autorité qui est en charge de construction navale et qui est basée au niveau de Tanganyika. Et, donc, doit être validée et après, on nous donne l'autorisation de construction. Alors, on a, on a, ça a été budgétisé autour de. Donc, seulement l'autorisation, je crois que c'est autour de. Ils disent que c'est 500 dollars, mais quand on pose la question, on nous dit, en tout cas, il faudrait penser à un zéro de plus. Vous connaissez un peu la dynamique dans notre pays. Et aussi, par rapport à l'étude, on a déjà été en contact avec des professeurs hydrobiologistes. Il y a principalement le professeur Fabrice Mouvunja de l'ISP et l'UCP, le professeur Alex Elina, avec lesquels on a échangé et qui sont prêts à nous aider avec cette étude. Parce que l'étude doit être faite de manière rigoureuse, de manière scientifique. Mais pour ce qui est des échanges, on a déjà échangé avec eux. Ils nous ont déjà montré l'endroit qui est le mieux adapté à cette construction au niveau du lac. Mais ce qu'ils nous ont montré n'est pas encore valable. Donc, jusque-là, on doit avoir cet agrément de l'autorité de construction navale, je ne me rappelle pas du nom exact, sur le lac Kivu, qui est basé à Tanganyika. Donc, c'est seulement ça qui nous manque aujourd'hui.
Et selon nos échanges, il a été dit que ça ne serait pas vraiment une longue affaire dès que on aura réalisé cette étude. Et nous, on s'est dit, dès qu'on a la possibilité, même le un quart des fonds nécessaires pour pouvoir lancer le chantier, parce qu'on a déjà même un espace au niveau de vers Calambo, on a un espace qui nous a été donné si jamais on veut lancer le chantier. Donc, on peut commencer à faire les assemblages ou à mettre les bouteilles dans les gabions de ce côté-là. Donc, dès que nous lançons, et nous lançons le processus d'obtention du document. Principalement cela. Mais aussi, je voulais préciser qu'il y a la Bakir qui nous soutient quand même parce qu'il nous recommande des fois des opportunités. Donc, il nous accompagne et il nous appelle. On a la chance que M. Josaphat Mondambia soit parmi les membres consultatifs de l'Abakir. Donc, Abakir, c'est l'autorité. euh, donc, je crois que c'est l'autorité qui est en charge des questions par rapport à la rivière Zizi. Et je pense aussi au lac Kivu, je ne me rappelle pas très bien. Mais l'idée, c'est donc, ce soutien-là nous permet de faire des pas en avant vraiment très rapidement. Donc, c'est l'autorité du lac Kivu et de la rivière Ruzizi principale. Euh, Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est par rapport au fonds. Selon les estimations que nous avons faites, mais je vous ai présenté ici un retour minimum, en tout cas le minimum possible, mais nous avions déjà fait des estimations qui montrait que $1 investi dans Tilatopia la première année, donc reviendra à 1,26 $. Ça, c'était les premiers calculs que nous avons effectués pendant qu'on était en train de réfléchir sur le projet. Je ne sais pas si ça répond à votre question. La première année. Et puis, on est des jeunes. Je vais le dire en tout cas, on rêve très grand. Donc, les années suivantes, celui qui va retirer son argent la première année, il va regretter parce que ça sera donc l'argent ou le fonds investi seront vraiment multipliés en termes en termes de retour, multipliés au-delà de 3, au-delà de 4 parce que dès qu'on a investi la première année, oui, il y a des maintenances les années qui vont suivre, mais il y aura beaucoup plus de rentrées euh, qui seront enregistrées. Je ne sais pas si j'ai répondu Non, aux vous deux avez questions. vraiment favorablement bien répondu à mes deux questions. Merci beaucoup. Je vais laisser alors le micro à d'autres personnes qui sont en train de nous suivre. S'il y a d'autres questions qui s'élèvent, je vois déjà la question d'Ormiel qui a déjà été répondue, notamment l'étude sur de l'eau du lac Kivu. Je vois la main levée de Gelor. Gelor, bienvenue et bonsoir, à vous la parole. Bonsoir, Monsieur Christian. Salutations à Madame Nicole, qui est parmi mes mentors. Un plaisir grandiose de vous écouter ce soir. Ma première question est de savoir, sur les plans sécuritaires, quelles sont les garanties? Qu'est-ce qui garantit la vie sur l'île Tilatopia? En deuxième lieu, j'aimerais savoir ce que vous pensez des risques que peuvent courir les personnes qui pourraient passer nuit dans l'île Tilatopia. Je fais allusion au gaz méthane qu'il y a dans notre lac Kivu. Quelles sont les garanties de ce côté-là? Voilà la question que je voulais poser. Merci beaucoup. Peut-être avant que Nicole n'y réponde, je vais voir s'il y a encore une ou une autre question dans la salle. Comme ça, elle peut prendre au moins deux questions à la fois, comme nous n'avons pas assez de temps pour plusieurs allers-retours. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir, poser une question, un commentaire. Oui, Christian. Oui, Ormiel, bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir tout le monde. En fait, je ne sais pas trop les débuts du projet, mais l'autorité qui est en charge de donner l'autorisation pour ce genre de construction se trouve à Kinshasa et non au Tanganyika. Du coup, je ne sais pas trop qui vous a informé que c'est au niveau du Tanganyika. Et de deux, moi, selon moi, pour que ce projet puisse réussir, que l'un de vous trois fasse un projet de master ou soit un projet de PhD, c'est très facile d'avoir le financement sur cela.
au lieu de rester là, attendre, tout. En tout cas, un projet de master ou de PhD, ça va passer plus rapidement et vous serez financé plus rapidement. C'est juste de cibler une personne qui va prendre ces projets et faire des études sur ça. Et quand c'est exposé dans un milieu universitaire, il y a tous les experts, les professeurs, tout, qui seront à votre disposition. Et puis, vous pouvez plus comprendre ce qui se passe avec ce genre de construction. Et avec ma petite expérience, c'est très difficile de délivrer des autorisations sur les lacs Kivu à cause, il y a un chantier de forces navales qui est en cours. Alors, je ne sais pas si on va donner des autorisations cette année. Bon, du moins, pendant le deuxième mandat de Tshisekedi, il n'y aura pas d'autorisation parce qu'il y a un chantier de forces navales qui est en cours. Merci. Merci certainement pour cette information qui est de valeur, de poids dans cet échange. Je vois la main levée aussi de notre ami Alain. Alain, à vous la parole. Merci pour la parole, cher Christian. Je pense que vous m'écoutez bien. Oui. D'accord. Alors, je voulais vraiment féliciter l'initiative. C'est une initiative assez intéressante et d'actualité parce que on parle tout le temps de l'environnement, des déchets, et les déchets plastiques deviennent vraiment un problème assez urgent pour la planète, en tout cas partout, pas seulement au sud Kivu, à Bukavu. Et c'est vraiment une initiative portée par des jeunes, portée par des Congolais, donc c'est vraiment à encourager. Ce que je dois aussi encourager est que ça se voit qu'ils tiennent à cœur leur projet parce que si j'ai bien entendu, ils ont un prototype de 5 mètres sur 7 ou quelque chose comme ça. Oui. En tout cas, Nicole m'avait parlé de ce projet il y a, je crois, près d'une année ou quelque chose dans ce sens, et m'avait surtout abordé pour la partie solaire, qui est mon domaine de prédilection. Donc, l'idée, c'était que quand le projet se développe, on verrait comment faire partenariat ensemble sur la partie énergie. Nous avons tout le package énergie, nous avons conservation de l'environnement, déchets. Je sais déjà qu'elle est impliquée dans le ramassage des bouteilles plastiques et le recyclage de ces bouteilles sur le lac Kivu. Donc, c'est vraiment des personnes assez passionnées dans ce qu'elles font. Maintenant, pour la question des financements, je pense que ils ont parlé de quelque chose de très intéressant. Ils ont dit qu'ils voulaient avoir plus d'actionnaires, de personnes qui misent dans le projet. Et ça serait une bonne chose parce que on peut chercher les gros investisseurs, mais aussi on peut réaliser un projet avec des investisseurs locaux qui comprennent l'importance du projet et qui y mettent de l'argent. Et moi, j'ai vu dans la petite expérience que j'ai que plus vous pouvez convaincre des gens à mettre de l'argent dans votre projet, plus vous partagez les risques et plus les gros investisseurs vous remarquent. Ça veut dire les investisseurs n'aiment pas arriver dans un projet où il y a un désert, il n'y a que vous avec votre idée, mais il n'y a pas suffisamment d'implication d'autres personnes ou d'autres locaux. Mais quand ils voient qu'il y a des gens qui ont misé sur votre projet à part vous, eux aussi sont prêts à miser parce qu'ils ne seront pas les seuls à partager les risques avec vous. Donc, plus vous avez de personnes qui sont prêts à partager ce risque avec vous, plus vous attirez encore plus d'investisseurs étrangers. Et puis après, il y a tous les programmes qui vont avec, que ce soit, il y a des programmes cibles maintenant qu'on fait. Je ne sais pas exactement ce qui s'applique au domaine parce que c'est un domaine assez particulier, mais il y a des programmes, Projet Transform, COPA, le FPI est là. Donc, il y a tellement d'engouement dans le financement de l'entrepreneuriat. Donc, il y a plusieurs options. J'espère qu'ils trouveront la bonne formule. Et je voulais maintenant finir avec une petite question. Je ne sais pas s'il y a eu un budget quelque part dans l'exposé sur le coût de l'île. Je voudrais revenir sur le coût de l'île. Est-ce que ça a été mentionné?
Si oui, vous pouvez juste me rafraîchir la mémoire. Ok. Je peux répondre maintenant, Christian? Oui, Nicole, vous pouvez déjà répondre à ces quelques questions. Merci. Ok, merci. Alors, la première question de Gaylor, je te salue, était de savoir par rapport à la question sécuritaire. Bon, question sécuritaire, je comprends avec voilà, là qu'on partage avec le Rwanda et parfois des pêcheurs sont tués parce qu'ils ont dépassé la frontière que voilà, nous autres, on ne sait même pas identifier. Vous avez raison. Mais la construction de l'île sera faite vraiment du côté congolais et du côté Bukavu. En tout cas, il y aura, je ne veux pas dire qu'il n'y aura pas de risque, mais on va tout faire pour que ce risque ne soit pas au rendez-vous. On va vraiment construire du côté congolais et du côté Bukavu principalement. Et je crois même qu'on a déjà eu à échanger avec le Mwami Didri, parce que je crois que sur le plan coutumier, c'est lui qui a euh, un mot à dire sur, en tout cas sur le plan coutumier, sur les différents projets sur le lac Kivu. Alors, par rapport aux différents risques, hein, donc, ce que je voulais dire sur le plan sécuritaire, on va faire en sorte que ça soit fait de notre côté et qu'il n'y ait pas euh, de risque qu'on dépasse la frontière. Mais aussi, maintenant, si vous me demandez comment on va faire pour assurer la sécurité, là, ça sera vraiment pratique. On va assurer la sécurité comme on le fait, par exemple, avec les bateaux, comme on le fait avec les pirogues. Et mieux que ça, bien sûr, on va faire en sorte qu'il y ait vraiment de la sécurité pour ceux qui travaillent là-bas et pour ceux qui viennent profiter de différents produits et services. Alors, quand vous parlez des risques sécuritaires, moi j'ai cru que vous parlez de différents types de risques, comme par exemple, on peut dire, voilà, il y aura une piscine et un risque de noyade. Par rapport à cette question, bien sûr, on va engager un maître nageur. Il y a, il y a toujours cette question de risque de naufrage pendant le transport, voilà, la piste qu'on va organiser. On va apprendre de ceux-là qui sont déjà sur le transport lacustre, qu'est-ce qu'ils font et on va vraiment s'armer autant que nous serons conseillés. Nous sommes des jeunes, nous ne sommes pas des jeunes de la génération. Nous, jeunes, nous allons tout faire nous-mêmes. Non. On approche les aînés et on pose des questions et on a des réponses. Bien sûr, il y a risque de noyade lors des chutes accidentelles, voilà, pendant les promenades ou des activités au niveau des l'île. On va mettre des garde-fous. Si vous avez vu l'image de l'île, on va mettre des garde-fous. On va s'assurer que ça soit vraiment solide. Au niveau des passerelles, sur toutes les parties de l'île, il y aura des garde-fous pour réduire le contact avec la face du lac. Mais bien sûr, il y aura toujours des hommes et des femmes pour veiller à la sécurité des usagers de la plateforme. Par rapport à la question de risque de gaz méthane, bon, en tout cas, de ce que je sais, et que le gaz méthane n'est pas de ce côté-ci. Donc, le gaz méthane, on peut l'avoir ou il existe où il se forme à plus de 600 mètres de profondeur. Pendant que le côté Bukavu n'a que, je ne sais pas, c'est 400 ou autour de 100 mètres de profondeur. Le gaz méthane qui est dans le lac Kivu est présent là où on appelle les grands lacs. Donc, quand on voyage vers Goma, on dit on est au niveau du grand lac. C'est vers ce côté-là que le gaz méthane existe parce que là, c'est vraiment profond. Mais du côté Bukavu, au niveau des rives, nous avons des endroits où même la profondeur va seulement jusqu'à 100 mètres. Donc, on n'approche même pas les 400 mètres ou les 300 mètres du côté Bukavu pour parler de la présence de gaz méthane. Bien sûr, s'il y a explosion, et on espère vraiment que ça n'arrivera pas avant que des actions concrètes soient menées, s'il y a explosion, et ceux qui sont sur le lac et ceux qui sont autour du lac, voilà, les gens vont tous partir, mais tant que le pire ne s'est pas produit, à Bukavu, il n'y a pas grand risque de, voilà, d'être affecté par le gaz méthane
Cela, c'est par rapport à la distance à laquelle le gaz lui-même se trouve. Madame, euh, Madame Omiel, je crois, si j'ai bien lu le Ormiel, je vous remercie beaucoup pour les différentes précisions. Euh, Vous dites que c'est au niveau de donc l'autorité se trouve à Kinshasa et non à Tanganyika. C'est vraiment étonnant parce que on a fait deux missions au niveau de Tanganyika par rapport à cette question. Mais c'est une bonne nouvelle parce que moi, je vais vous revenir peut-être inbox, me donner plus de précisions parce qu'il y a notre collègue qui a fait Ticheko qui est à Kinshasa actuellement. Et personnellement, je sais qu'il sera à Kinshasa en octobre. Donc, si lui ne sait pas accéder peut-être ou avoir plus d'informations, peut-être moi je le ferai quand je serai à Kin dans le mois à venir. Si vous pouvez me donner plus de détails par rapport à l'autorité ou s'il faut aller seulement au niveau du ministère de l'Environnement, je pense que notre collègue Afeti peut faire ce mouvement et avoir plus d'informations parce qu'effectivement, comme Biamou l'a dit, nous tenons vraiment le projet à cœur. Nous vous remercions beaucoup pour la proposition de faire un PhD ou un master par rapport donc, sur le sujet ou sur le projet. Je pense vraiment que c'est envisageable. Je vais échanger avec mes collègues par rapport à cette question. Et peut-être on peut même voir avec un des profs avec lesquels on travaille, s'ils ont un doctorant ou s'ils ont un projet à proposer, on peut travailler en partenariat avec eux sur cette question. En tout cas, merci beaucoup. J'ai quand même la chance d'être dans le milieu universitaire, donc ça ne sera pas une mer à boire par rapport à cette question. Moi, j'ai déjà un master en entrepreneuriat. Je me limite là parce que je vais aller plus loin dans ce domaine-là. Euh, alors, Yamungu, merci beaucoup pour les encouragements. Et oui, comme vous l'avez dit, le projet nous tient vraiment à cœur. C'est notre next project. Donc, en plus de l'artisanat qu'on a fait pendant toutes ces années, on tient vraiment à ce projet et aussi aux différents projets industriels et semi-industriels dans lesquels nous sommes en train de nous plonger petit à petit. Et merci beaucoup pour le conseil par rapport aux investisseurs. Donc, ils aiment ou voilà. Donc, qu'on ait déjà plusieurs personnes avec nous, ils pourront peut-être venir d'eux-mêmes. Je pense que c'est que je suis même en train de vivre avec d'autres initiatives. Au début, on suppliait des gens pour nous rejoindre et refuser, mais aujourd'hui, à un moment, donc ce sont des gens, ça devient l'inverse, quoi. Je vous remercie beaucoup. Je pense que cette expérience, on va aussi la capitaliser. On va faire en sorte que ça soit le cas. Par rapport au budget, je ne sais pas si Christian peut toujours balancer la page. Slide Slide number 12. 12, hein? Ok, je pense, oui, c'est ça. Alors oui, comme je l'ai dit, le chiffre qui est là, c'est le chiffre qu'on a estimé au début du projet. Donc, quand on réfléchit sur le projet, quand on est revenu dans les différents détails, sur le plan budgétaire, on a estimé de 56 000 dollars américains. Mais, je vais mettre un mais, parce que pour la plateforme, on estimait pouvoir dépenser 7 000 dollars pour le prototype, mais on est allé vers 16 000 dollars. Donc, c'est possible qu'on puisse revoir aussi les chiffres qui sont devant vos écrans. Bon, on ne sait pas si c'était parce que c'était laissé erreur, on a dû même défaire une fois pour reprendre, je ne sais pas, mais on va vraiment revenir et puis on va revenir avec plus de précision parce que on a quand même déjà essayé, on a fait des voyages, on a acheté certains intrants au niveau du Burundi et ce n'était pas facile, mais on est quand même parvenu à faire cela. Je ne sais pas s'il y a une autre question que j'ai zappée ou s'il y a quelqu'un qui n'est pas satisfait, qui aimerait se renchérir sur sa question. Je pense qu'on a couvert Dis-nous si on a encore le la grande partie des questions, mais je suis content que nous sommes aussi dans cet appel accompagné d'un ami, Alex Kaluira, lui aussi qui a une organisation qui travaille surtout dans la protection des vies sur le lac Kivu.
J'aimerais lui accorder peut-être un moment Ok. justement pour parler un tout petit peu de cette structure, parce que je vois, comme le disait tantôt Nicole, une opportunité aussi de collaboration avec d'autres secteurs, d'autres initiatives, pour un peu accorder la viabilité dans le long terme de ces genres d'initiatives sur le lac Kivu. Alors, Alex, je ne sais pas si vous êtes connecté avec nous, si vous pouvez dire quelques mots sur votre structure et comment Tilatopia peut être un des partenaires à envisager dans le futur. Bonjour à tous, bonjour. Est-ce que vous me captez là? Oui, on vous capte très bien, Alex, merci. Oui, oui, je suis Alex Kaluira, je suis natif d'Idjwi et je connais bien la grande majorité des initiateurs de l'idée de Tilaptopia. Donc, moi, j'ai formé les gens à la natation et pour Mhm. moi, c'est une idée qui m'est venue par observation parce que j'ai fait à l'université le développement. Et on était incité à voir ce qui ne marchait pas pour que l'on apporte des solutions. Donc, pour moi, c'est que le Congo a beaucoup de lacs et beaucoup de cours d'eau, donc un réseau hydrographique très développé. Et vous allez remarquer que la majorité des Congolais, ils savent pas nager. Donc, il y a Mhm. quand même un besoin qui s'exprime pour que l'on apprenne aux gens à nager. Et vous allez remarquer que chaque année, il y a des cas de naufrages, hein, des bateaux, des embarcations en bois ou des bateaux qui sont soudés parce il y a déjà quelques Congolais qui ont la technicité de souder des bateaux métalliques. Mais avant, nous, ce qu'on utilisait, c'était des embarcations en bois. Et aujourd'hui, il y a toujours des embarcations en bois. Et souvent, il y a des cas de naufrage. Et du coup, pour moi, je me suis dit, OK, j'étais avant dans la musique, mais j'ai fait ce qu'on appelle la transition professionnelle. Je me suis dit, OK, je vais m'occuper de cette question. Je vais me lancer dans la formation à la natation parce que les Congolais ils doivent apprendre à nager pour qu'ils soient en mesure de se porter un premier secours en cas de danger. Euh, pour les projets Tilatopia, par exemple, c'est un projet une île flottante. On est d'accord, c'est une bonne idée. Et puis, une bonne idée encore plus parce que ça va dans les sens du recyclage, hein. Et donc, moi, ma réflexion, elle va dans le sens où l'île est submergée d'un monde, par exemple, la population de Bukavu, à un moment, une situation de fête, et il y a, par exemple, 1000 personnes ou 2000 personnes qui viennent sur l'île. Et puis, voilà, c'est une construction humaine, hein. Au fur et à mesure que vous l'utilisez, et sera en train euh, de s'amortir. Je parle de l'amortissement. Et puis, après un moment, Mhm. voilà, c'est une situation qui peut arriver. C'est un accident. Et l'accident, c'est imprévisible. Donc, c'est une situation qui peut arriver brusquement. Et quand ça arrive, imaginez que sur l'île, il y a 1000 personnes, mais qu'il y a que 10 personnes qui savent nager ou 20. Et tous les restes, comment on fait? Donc, ce sera un deuil au niveau provincial. Voilà. Donc, Mhm. j'ai écrit déjà dans les commentaires. Pour moi, je ne sais pas si l'île, nous allons la construire pour une clientèle, un public ou une clientèle étrangère, parce qu'au moins, les gens qui viennent en période d'été, c'est la majorité des Européens, des Asiatiques ou des Américains qui savent déjà nager et qui peuvent être intéressés par les services qu'offre l'île. Mais est-ce que vous avez pensé à la clientèle locale, la majorité qui ne savent pas nager, des gens qui pourront utiliser les services de l'île et un peu plus régulièrement. Donc, ils seront là toute l'année. Parce que pour le reste, c'est des gens qui viennent en période d'été, quoi. Voilà, donc c'était ça ma contribution, mais aussi une préoccupation. Voilà.
Merci beaucoup, cher Alex, pour cette brillante contribution et cette question que vous soulevez. Et moi, j'aime bien ces genres d'espace parce que exactement, ça permet d'enrichir et d'élargir notre horizon de réflexion pour assurer que nous avancions sur des projets plutôt durables qui sont bien réfléchis. Alors, je vais remettre peut-être le micro à Nicole pour réagir à cela et puis nous allons clôturer malheureusement dans les 7 minutes qui viennent parce que nous avons débordé un tout petit peu de notre temps pour ce soir. Merci. Oui, merci beaucoup, Alex, pour votre contribution. En tout cas, je vous dis merci. Vous savez, il y a des détails que certaines personnes trouvent anodins, mais à la fin, ce sont des détails qui sauvent des vies. Bon, j'ai très peu de temps, je sais. Il y a une dame de mon quartier voilà, qui avait pu donc elle a été sauvée parce qu'elle a pu nager pendant, je crois, 30 minutes avec son mari. Il venait de connaître son naufrage au niveau du lac Tanganyika. Et après, son père a pleuré, il a demandé pardon à la dame parce qu'il frappait sa fille chaque fois qu'elle allait nager au bassin du collège, mais cela l'a aidé ou a sauvé sa vie. En tout cas, merci beaucoup et courage. Alors, je voulais d'abord préciser que par rapport aux calculs qui ont été faits, on a estimé que l'île pouvait contenir jusqu'à 500 personnes, mais par mesure de prudence, nous avons estimé que si on respecte les mesures 42 sur 47, donc les mesures de l'île, on va limiter le nombre total de personnes qui doivent y être à 300 par mesure de prudence. Bien sûr, l'île peut s'user comme vous le dites. Et il y a un ami qui nous taquine toujours, va dire Titanic va sombrer. Donc, on espère que Titanic ne va pas sombrer et on aura la possibilité de revenir, de faire des maintenances régulièrement et de veiller à cette sécurité des vies humaines. Alors, par rapport à votre question, les utilisateurs, principalement, nous visons les riverains du lac, les habitants de Bukavu, les habitants de Goma. Parce que ce message d'éducation environnementale est d'abord destiné à eux. Donc, s'ils n'utilisent pas l'île, ils ne vont pas se connecter à la réalité que l'île est censée transmettre. Donc, principalement, nous visons en tout cas les citoyens lambda, habitants, natifs ou visiteurs, voilà, des différentes villes ou des différents espaces, même des villages autour du lac Kivu. Donc, vous comprenez que le besoin de vos services, le besoin de ce que vous avez à proposer est vraiment là, parce que ceux qui vont utiliser l'île seront d'abord les habitants de Bukavu, de Goma et ceux qui seront de passage. Donc, je voulais quand même préciser cela. Il y a des habitants, il y aura des étudiants pour des recherches et bien sûr alors des touristes qui seront dans des différents hôtels de la ville ou des pays voisins. Voilà un peu. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais au fond, je vous encourage en tout cas avec votre initiative. On peut penser que c'est anodin et pourtant, des vies et des vies seront sauvées grâce à ce que vous faites. Et merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Nicole, et à tout le monde d'avoir participé. C'était un échange assez interactif, beaucoup de points nouveaux qui ont permis, bien sûr, à Nicole de pouvoir intégrer un peu dans sa réflexion et à toute l'équipe derrière Tilatopia. Moi, je vais peut-être juste revenir sur 3 points que je pense pour clôturer, pourraient nous aider à garder en mémoire cette conversation. La première des choses, c'est que, comme Nicole l'a très bien dit, on voit très souvent dans notre culture, chez nous, et dans l'imaginaire des Congolais, que nous focalisons trop sur des problèmes. Et que quand il y a des solutions, quand il y a des innovations, quand il y a des initiatives qui viennent résoudre ces problèmes, la tendance que nous avons, c'est de pouvoir les regarder à distance au lieu de se jeter avec eux, de prendre le courage avec eux pour voir comment on peut trouver des pistes de sortie. Juste pour rappel, tous les grands entrepreneurs, toutes les grandes innovations se sont confrontés ou se confrontent, et ce n'est pas mon ami Alain qui va me contredire, se confrontent régulièrement à des défis, mais il y a lieu de trouver des solutions à chaque étape. Donc, moi, j'aimerais seulement encourager l'opinion qui était présente dans la salle aujourd'hui de voir l'opportunité.
au-delà des problèmes qu'on a évoqués, qui sont réels, qui ne sont pas non plus à négliger, voyons aussi l'opportunité. La deuxième des choses que j'aimerais aussi rappeler dans cet espace, c'est que tout début n'est pas facile. Comme Nicole l'a bien dit, faire la récolte des fonds, faire tout ce qu'on doit faire pour avoir les autorisations et tout ça, c'est un parcours de déjà quelques années. Donc, il faut d'abord applaudir et apprécier cela, mais c'est encore un autre parcours qui va suivre pour permettre à ce que Tilatopia soit vraiment une réalité. Mais j'aimerais seulement encourager surtout l'esprit entrepreneurial et ceux-là qui sont dans la salle avec quand même un esprit entrepreneurial de sauter à la maison maintenant. Parce que comme Nicole venait de le dire, c'est le moment d'investir. C'est le moment quand les choses ne vont pas bien, c'est le moment d'investir. C'est le moment de voir comment est-ce qu'on peut mettre non seulement de l'argent, mais aussi sa capacité intellectuelle, son réseau, pour essayer de mettre Tilatopia et de faire de Tilatopia, n'est-ce pas, une innovation congolaise. Parce qu'on va en parler bientôt. N'attendez pas que ce soit plus publicité dans les grands réseaux internationaux pour que vous disiez, donnez-moi le numéro de Nicole. À ce moment-là, je ne vous le donnerai pas, je vous assure. Donc, c'est le moment, comme elle est disponible, de pouvoir trouver son contact, même en biparté, discuter un peu plus et trouver moyen de pouvoir accompagner. Moi, j'ai aimé surtout la proposition d'Alain qui a dit, la plupart des fois, des bailleurs de fonds sont plus intéressés à des initiatives qui ont ce buy-in local, c'est-à-dire qu'il y a une appropriation locale. J'aimerais vraiment encourager à n'importe quelle échelle que chacun de nous se fasse cette résolution à la fin de cet appel, de se dire que je vais parler à Nicole, je vais trouver moyen de mettre au moins un petit rien pour que demain, moi aussi, je sois partie prenante de cette initiative parce qu'ils ont ouvert, ils ont leurs portes ouvertes. La troisième des choses que j'aimerais peut-être aussi laisser à nos panélistes et particulièrement à Nicole, c'est l'encouragement, c'est-à-dire vous êtes chercheuse, au-delà de tout, vous êtes aussi entrepreneuse, au-delà de tout, vous êtes congolaise. N'oubliez pas, le Congo aussi, c'est aussi ce que vous êtes en train de faire. Il y a plusieurs fois quand on pense à la diplomatie active du pays, on croit que c'est seulement ceux-là qui sont ambassadeurs, ministres, qui sont dans des postes à Kinshasa, qui défendent l'image du pays. Je pense qu'au-delà de tout, il faut reconnaître que vous êtes en train déjà de défendre l'image du Congo. Certes que ça va aller encore plus loin. Moi, en tout cas, c'est ce que je vois et j'espère. Et je vous encourage sur cet élan et j'encourage toute personne ici qui a des nouvelles initiatives, des innovations, d'être des ambassadeurs. Pensez à votre rôle. Si jamais ça marchait d'ici 10 ans, ou d'ici même 5 ans, si jamais ça marchait comme vous êtes en train de l'entrevoir, comment est-ce que ça va changer l'image non seulement de vous-même, mais aussi du Congo? Comment est-ce qu'on parlerait différemment du Congo quand on pense à Tilatopia, de la même manière qu'on parlerait de cet hôtel qui est bâti à Dubaï? Comment on parlerait différemment, comme Alex le dirait il n'y a pas longtemps, si après Tilatopia, il y a d'autres initiatives sur les lacs, les différents lacs que nous avons, qui commencent aussi à prendre le même élan? Qu'est-ce que ça va apporter de plus sur l'image du Congo? Donc, je vois aussi quand même cette dimension visionnaire et prophétique qui est réelle, de pouvoir vraiment prendre cette mission à cœur. Et je vous encourage sincèrement, chère Nicole, et j'espère bien que nous allons continuer à échanger. Moi, personnellement, vous pouvez compter sur moi. Je serai un des parties prenantes, une des parties prenantes Merci. plutôt dans cette initiative et je vais vous contacter après cet appel pour en discuter un peu plus. Voilà. Merci beaucoup à tous et Merci à toutes. beaucoup. Je ne sais pas si Nicolas a quelques derniers mots pour clôturer et puis nous allons dire bonsoir à tous. En tout cas, juste vous remercier. Surtout cette synthèse que vous venez de faire. Je pense que tout le monde a appris quelque chose et tout le monde, d'une manière ou d'une autre, pourra devenir ambassadeur de cette image, de ce Congo qu'on veut. Ce Congo dont on rêve. Moi, je me dis, tout le monde a la possibilité de construire ou de mettre une brique pour construire ce Congo dont on rêve et ne pas attendre que ça vienne du ciel. En tout cas, merci beaucoup et courage à tous. Et surtout, courage pour cette initiative. J'ai beaucoup apprécié. J'espère que je serai invitée les prochaines fois. Merci beaucoup. Merci beaucoup et bonsoir à tous alors et à toutes. À très vite. D'accord.